Grand angle consacré à la position délicate des pays arabes du Golfe depuis l'attaque israélienne et la guerre contre l'Iran. Il y a eu certes des réactions, mais à minima, comment expliquer cet embarras? Faut-il parler d'impuissance? On en parle avec Camille Lons. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes chercheuse à l'ECFR, Conseil européen des relations internationales. Vous êtes spécialiste de la politique étrangère des pays du Golfe. Et en direct de Bruxelles, Sébastien Boussois. Bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir. En direct dans 64 minutes sur TV5 Monde. Vous êtes spécialiste du Moyen-Orient, directeur de l'Institut géopolitique européen, l'IGE. Camille Lons, on va commencer par une question simple. Comment ont réagi les pays arabes du Golfe à l'attaque israélienne sur l'Iran? Il y en a eu, elles ne sont pas forcément les plus médiatisées d'entre elles. Qu'ont dit les pays voisins, l'Arabie Saoudite, notamment les Émirats Arabes Unis, par exemple? Elles ont peut-être pas été médiatisées en France ou en Europe, mais ils ont beaucoup réagi de manière assez forte. Ils ont dénoncé très fortement les frappes israéliennes et américaines sur les sites nucléaires iraniens. Mais ils ont aussi beaucoup dénoncé de manière très forte les représailles iraniennes sur la base Al-Udeid au Qatar. Et donc, ils se retrouvent un petit peu pris entre deux feux, ce qui est vraiment le pire cauchemar de ces pays-là, de se retrouver pris entre deux feux dans une escalade entre Israël et l'Iran. C'est le scénario du pire. Il y a eu ce cessez-le-feu il y a 9 jours maintenant. Juste quand même, l'Arabie Saoudite a parlé d'agression flagrante contre un pays frère. Pour le commun des mortels, l'Arabie Saoudite et l'Iran, ce sont deux ennemis jurés. Pays frères, ça vous surprend? Alors, pour ceux qui ont suivi les relations entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, non. Ça fait 2 ans que l'Arabie Saoudite a normalisé ses relations avec l'Iran dans un deal notamment qui avait été facilité par Pékin à l'époque, en mars 2023. C'était un pivot, un changement complet en fait de positionnement des pays du Golfe qui jusque-là en effet étaient dans une position de pression maximale contre l'Iran. Et en se rendant compte notamment que les États-Unis ne seraient pas forcément toujours là pour les aider et pour les soutenir en cas d'une attaque iranienne, ces pays du Golfe ont complètement changé d'attitude et ont privilégié au contraire l'engagement diplomatique avec Téhéran. Sébastien Boussois, même question. Comment analysez-vous les réactions des pays du Golfe après cette guerre et pendant cette guerre Iran-Israël? Écoutez, je trouve les relations globalement relativement timides. D'un point de vue de l'unité ou de la Houma, je pense qu'il fallait que l'Arabie Saoudite apporte une forme de soutien à l'Iran. L'Arabie Saoudite est coincée entre 2 voire 3 chaises depuis quelques mois, puisque si elle s'est effectivement réconciliée de façade avec l'Iran, elle aspire à un moment ou à un autre à arriver à cette fameuse normalisation avec Israël. Alors il est vrai que c'est très compliqué depuis ce qui s'est passé le 7 octobre, que l'Arabie Saoudite doit continuer de défendre de façade également la question de l'État palestinien, mais Mohamed Ben Salman aimerait bien à un moment ou un autre se rapprocher d'Israël, et pour des histoires de business comme l'ont fait les Émirats Arabes Unis, et pour également des histoires de nucléaire. En fait, ce qui est clair, c'est que depuis les accords d'Abraham, beaucoup de pays arabes sont encore plus gênés aux entournures entre d'un côté défendre cette forme d'unité arabe qui n'a pas beaucoup de sens, mais qui peut à un moment ou un autre parler, et puis ce rapprochement très fort qui a été mis en place depuis les accords d'Abraham avec un certain nombre de pays arabes qui sont coincés entre défendre la question palestinienne, défendre le monde arabe ou la région en général, et puis maintenir ou entretenir sa relation avec Israël. Et puisque vous parlez d'Israël, quelques jours après le début de cette guerre, le porte-parole en arabe de l'armée israélienne a adressé un message à ces pays arabes du Golfe pour dire que c'était une bonne chose, au fond, de s'attaquer au programme nucléaire iranien. Est-ce qu'au fond, l'Arabie Saoudite, par exemple, mais aussi les Émirats, ne sont pas contents de voir ce programme nucléaire iranien retardé? Alors, ils sont contents de voir l'Iran affaibli, ça c'est certain. Par contre, le sentiment, en tout cas dans les capitales du Golfe aujourd'hui, c'est que Israël est allé trop loin en cherchant à frapper les sites nucléaires iraniens. Déjà, il y a vraiment une question qui se pose, qui est de est-ce que ça va encourager l'Iran encore plus à accélérer son... On vient de voir que l'Iran sortait de sa coopération avec l'AIEA. Absolument. Et pour l'instant, il y a encore très peu de visibilité sur à quel point les sites nucléaires iraniens ont vraiment été atteints, à quel point ils ont été
dégradé. On a perdu du coup toute la visibilité qu'on avait jusque-là sur ce programme nucléaire iranien. Donc c'est à la fois ils attendent un affaiblissement de l'Iran, mais il y a une vraie crainte de voir au contraire un régime iranien qui va encore plus accélérer son programme, qui va être encore plus coupé de la communauté internationale. Sébastien Boussois, il y a eu des représailles au Qatar. L'Iran a dit on ne s'en prend pas au Qatar, mais aux États-Unis qui nous ont attaqués. La base américaine d'Al-Udeid a été donc bombardée, même si effectivement Téhéran avait prévenu Washington. Le Qatar parle d'une cicatrice dans sa relation avec Téhéran. Ça veut dire quoi, selon vous? Quelles conséquences? Téhéran avait prévenu Washington et avait prévenu Doha également. Il y avait une forme de mise en scène probablement pour faire passer la pilule, en tout cas que le régime iranien puisse effectuer ses représailles avant de s'engager dans cette histoire de cessez-le-feu depuis le 20 avec l'État hébreu. Mais ce qui est clair, c'est que la relation du Qatar avec un certain nombre de voisins a toujours été quelque part l'assurance vie de cette pétro-monarchie, à la fois avoir cette base américaine, mais également jouer ce rôle de médiateur de crise extrêmement important, et puis pouvoir garder une relation très forte avec deux pays de la région depuis l'histoire du blocus en 2017, la Turquie et évidemment l'Iran, et parce que le Qatar n'a aucun intérêt à se fâcher avec les grands de la région pour pouvoir jouer ce rôle de médiateur, mais aussi parce qu'évidemment le Qatar partage avec l'Iran le plus grand champ gazier du monde et que ça ferait évidemment extrêmement de dommages à l'Émirat également. Il y a la question effectivement économique et du pétrole et du gaz. Camille Lons, on va voir tout à l'heure si ça modifie les rapports de force dans la région, mais d'abord un pays dont on n'a pas parlé, Bahreïn, qui abrite la 5e flotte américaine dans la région. Comment ça s'est passé à Bahreïn? Comment a-t-elle été vécue cette guerre? Alors, comme pour les autres pays de la région, parce que tous les pays du Golfe ont des bases américaines. Qui a normalisé, pardonnez-moi Camille Lons, de couper avec Israël. Sébastien Boussois évoquait les accords d'Abraham. Tout à fait. Bahreïn et les Émirats sont les deux pays qui ont normalisé leurs relations, les deux pays du Golfe qui ont normalisé leurs relations avec Israël. L'Arabie Saoudite, comme il l'a mentionné aussi, a des liens en fait avec Israël, mais ça n'a pas été officialisé. Ils ne sont jamais allés jusqu'à la normalisation. L'ouverture de l'espace aérien pour les avions civils israéliens. Exactement. Et d'ailleurs, les Saoudiens perdent un petit peu intérêt en ce moment à normaliser avec Israël. Ils sont plutôt même assez inquiets de voir la montée de la suprématie militaire israélienne. Mais côté de Bahreïn, comme pour les autres pays du Golfe, c'est-à-dire que ce qu'ils voient dans l'attaque de Al-Udeid, c'est vraiment ça crée un précédent qui est assez dangereux pour eux et qu'ils regardent avec beaucoup de crainte. Ils ont peur, comme tous ces pays-là ont des bases militaires américaines sur leur territoire. Tous sont des potentiels cibles en cas d'escalade régionale. Et ça affecte notamment aussi tout leur discours de se positionner comme des oasis de stabilité dans la région, tout leur agenda de développement économique, d'attraction des investissements. Forcément, c'est mis en cause par ces attaques-là. Est-ce qu'on se dirige vers un nouvel ordre régional au Proche-Orient? On parle notamment d'Israël, par la force certes, mais acteur majeur désormais dans la région. Et l'Arabie Saoudite n'est-elle pas au fond le vainqueur silencieux de ce qui est en train de se passer? Vainqueur silencieux, je ne sais pas. Je ne pense pas que c'est comme ça que les Saoudiens se voient aujourd'hui. Au contraire, c'est plutôt l'inquiétude qui prédomine, avec deux inconnues assez importantes pour les Saoudiens. L'Iran et la trajectoire du régime iranien, donc course vers la bombe ou même déstabilisation du régime, parce que c'est aussi ça que Netanyahou cherche à obtenir. Et donc, ça ouvrirait la boîte de Pandore de quelque chose de bien plus déstabilisant pour la région. Et deuxième inconnu, Israël, qui est en pleine montée, en effet, qui a vraiment affirmé sa supériorité militaire dans l'intégralité de la région et que les Saoudiens voient de plus en plus comme potentiellement problématique et déstabilisateur avec des frappes en Syrie, au Yémen. Et donc les Saoudiens se retrouvent un petit peu pris entre les deux et pas forcément très à l'aise. Sébastien Boussois, si on élargit, on n'a pas parlé d'un pays arabe de la région qui n'est pas une monarchie, mais la Syrie tout de même avec les nouvelles autorités et le dirigeant Ahmad al-Shara. Hier, les États-Unis ont décidé de lever les sanctions contre la Syrie, à l'exception de l'ancien dirigeant Bachar al-Assad. Il n'y a plus cet axe que l'on a appelé axe de la résistance, en tout cas que l'Iran, avec le Hezbollah et Damas, ont appelé l'axe de la résistance. Est-ce que vous diriez que les cartes sont rebattues dans la région et avec quelle place pour ces pays dont on parle aujourd'hui, l'Arabie Saoudite notamment? Écoutez, il y a un jeu de domino qui s'est effondré. Effectivement, ce fameux arc chiite qui tentait de contrer l'axe, vous l'appelez comme vous voulez, sunnito-sioniste ou israélo-sunnite. En tout cas, c'était un objectif depuis un certain nombre d'années de créer une sorte
cordon sanitaire pour isoler progressivement l'Iran. Et on voit qu'au fur et à mesure, depuis le 7 octobre, à la fois les bras armés de l'Iran sont tombés et que le régime iranien a été suffisamment affaibli. Je ne sais pas si l'Arabie saoudite est effectivement le grand gagnant de cette histoire. Mohamed Ben Salman a évidemment beaucoup misé sur le retour de Donald Trump et j'ai un peu le sentiment en ce moment que et les Émirats et l'Arabie sont quelque part un tout petit peu marginalisés parce que Donald Trump s'est fait un nouvel ami, le Qatar, avec qui les relations ont été un peu compliquées en 2017 quand il avait décrété que le Qatar était un foyer du terrorisme et rendait service en fait à l'argumentaire à l'époque des Saoudiens et des Émiratis. Et aujourd'hui, on voit bien que Donald Trump mise beaucoup dans sa stratégie de deal et de cessez-le-feu, énormément sur la diplomatie de Doha, que ça concerne l'affaire de Gaza, que ça concerne évidemment, et des otages, pardon, que ça concerne le cessez-le-feu entre l'Iran et Israël, mais également sur d'autres champs diplomatiques comme le Congo et le Rwanda encore récemment. Donc, je ne suis pas sûr que l'Arabie saoudite soit, en tout cas Mohamed Ben Salman, soit aussi épanoui que ça depuis le mois de janvier. Alors il y a une question qu'on se pose aussi, Camille Ons, c'est où est passée la Ligue arabe? Alors vous, c'est votre champ de travail au quotidien. Donc vous allez nous dire que la Ligue arabe a réagi, l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique, mais il fut un temps où il y avait Ammar Moussa, l'ancien chef de la diplomatie égyptienne. C'était quand même un des... Alors l'ONU est mise à mal aussi, mais on entend Antonio Guterres aujourd'hui, qui est capable de dire qu'il est secrétaire général de la Ligue arabe, et pourquoi ne l'entend-on pas plus sur des questions comme celle-ci? Il y a en effet un vrai affaiblissement des organisations régionales et en effet c'est pas que dans la région, c'est un problème multilatéral plus général, mais on a vraiment un gros affaiblissement. C'est la même chose aussi pour le Conseil de coopération du Golfe, c'est-à-dire que beaucoup de ces organisations-là sont devenues un petit peu des coquilles vides et aujourd'hui c'est beaucoup la montée en puissance de ces puissances régionales que sont l'Arabie Saoudite, les Émirats, le Qatar, etc., qui finalement comptent plus et ne souhaitent pas passer par des instances multilatérales régionales qui les affaiblissent finalement. Merci beaucoup Camille Ons pour votre éclairage et merci également pour le vôtre, Sébastien Boussois, en direct de Bruxelles sur TV5 Monde. Merci beaucoup à tous les deux.